Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et j'ai une question pour vous. Dans vos entourages, familial, amical, professionnel, à combien estimez-vous en pourcentage le nombre de gens qui aujourd'hui pratiquent un métier qui n'a strictement plus rien à voir avec les diplômes qu'ils ont passés? Université ou CAP, BEP ou BTS, peu importe. Pourquoi je vous pose cette question? Parce que déjà à mon époque, j'étais confronté à travailler avec des jeunes étudiants qui faisaient des études, étudiants qui font des études, pléonasme. Mais des fois, certains s'étaient lancés dans des études où le descriptif, genre, vous savez, agent de structure, de développement, social ou psychosocial, ou d'études analytiques, de psychosociologie, etc. Et que souvent vous posez la question à ces gens en disant « Ouais, mais c'est pour faire quoi? Quel métier ?» Oh, bah c'est pour travailler dans les milieux associatifs, dans la fonction publique, etc. Sauf que le problème, c'est que ces jeunes-là, il y a un moment donné où vous avez envie, parce que vous avez déjà votre propre expérience, et vous savez que quand vous vous intéressez un petit peu au marché de l'emploi, vous savez qu'il y a des fluctuations, il y a des emplois qui disparaissent, il y a des emplois où il y a des débouchés, il y a des emplois où il n'y a plus de débouchés, où tout est bouché, voire des métiers où la technologie, la numérisation, la dématérialisation fait que c'est des métiers qui vont disparaître. Et je sais de quoi je parle, puisque d'une manière générale, pompier. D'une manière générale, moi j'étais, pour ceux qui ne savent pas, j'étais projectionniste dans un cinéma, dans un groupe d'exploitation cinématographique. Et moi je suis parti en 2012 et en 2013, j'ai un de mes collègues m'a dit « T'avais raison, ils sont en train de faire des négociations pour changer tous les statuts et à terme faire disparaître l'opérateur projectionniste. » Et quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai pas pu retrouver de travail dans mon secteur, tout simplement parce que il a dû y avoir un pet. Tout simplement parce que, aux États-Unis, ça faisait déjà longtemps qu'ils avaient déjà supprimé tous les opérateurs projectionnistes et que pour tout ce qui était maintenance, technique, etc., ils faisaient appel à des prestataires extérieurs. Ce qui a eu pour conséquence, dans pas mal de cinémas, d'avoir des problèmes techniques qui n'étaient pas résolus en temps et en heure et qu'ils ont vendu des tickets à des gens dans des salles de cinéma qui étaient pourries. Moi, j'ai fait l'expérience où il y a dû y avoir un problème de son, soit une ampli qui a pété ou un truc comme ça. Le technicien est venu remplacer, sauf qu'en rebranchant sur l'ampli, vous avez plusieurs amplis pour les différentes voix, enfin différentes enceintes. Sauf le problème, le mec, il a tout mélangé. Donc c'est-à-dire qu'on avait, alors, pour ceux qui ne savent pas, derrière l'écran, vous avez gauche, droite et centre. Centre, c'est souvent ce qu'on appelle les voix. Et le mec, quand il a rebranché ses amplis, il s'en met les crayons, c'est-à-dire qu'on avait les voix à gauche, on avait la gauche à droite, puisque quand vous aviez des effets, un effet sonore à gauche, il passait à droite en fait, et vous aviez la droite au centre. Professionnel que je suis, je l'ai signalé. Ça peut arriver. Bon. Puis 2-3 mois plus tard, on est retourné avec ma femme voir un film. Paf, on est retombé dans la même salle. Je vous le donne en mille. Rien n'avait été fait. Rien n'avait été modifié. Et plus tard, quand j'ai travaillé dans un cinéma, pareil, dans ce cinéma, les salles, la qualité de projection était très approximative, des lampes qui étaient instables, des chaînes sonores qui ne fonctionnaient plus. C'est-à-dire qu'il y avait une salle, par exemple, où il n'y avait que les ambiances droites qui fonctionnaient, les ambiances gauches ne fonctionnaient plus. C'est-à-dire qu'en fait, l'ampli était mort.
Mais encore une fois, voilà. Combien ça coûte un ampli? Oh, bah, il faut compter 1000, 1500 $. Ouf, on va voir. Et donc, ils ont vendu des tickets à des clients pour voir un film où il n'y avait plus d'ambiance à gauche. Puis une autre salle, pareil, la DCP. C'est en fait, c'était du numérique. En fait, il y avait une dominante rose à l'image. Sauf que, bon, pour faire appel à un technicien pour régler la chromatique de la DCP, ça coûte cher. Donc, enfin, je vous explique ça pour que vous compreniez bien que je sais de quoi je parle, puisque mon métier a disparu. Alors, en France, le métier existe encore dans certains petits cinémas, surtout les cinémas indépendants, parce que parfois, comme ils font des festivals, il y a des films qui n'existent pas, qui n'ont pas été numérisés, donc c'est encore du 35 mm. Donc il faut savoir se servir, monter un film et projeter un film en 35 mm. Alors je vous parle de ça pour, voilà, justement, ce qui est assez amusant, c'est que ces personnes que j'ai connues, je les ai revues quelques années plus tard, toutes, sans exception, ne faisaient absolument pas le métier pour lequel ils avaient fait des études. Parce que quand ils sont sortis avec le diplôme et qu'ils ont voulu trouver du boulot, eh ben, il n'y a pas. Il y a de l'offre, mais pour 200 postes offerts par an dans tel ou tel secteur de la fonction publique, vous avez 2000 candidatures. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de candidats, mais il y a très peu d'élus. Donc il y a un moment donné où évidemment, ces gens-là, ils se rendent compte que ils ont fait des études supérieures dans des domaines qui leur plaisaient sans doute, qui étaient leur trip, qui étaient ce qui leur faisait plaisir, mais que malheureusement, il n'y avait pas de débouchés. Il y avait encore moins de débouchés, surtout quand c'est des gens qui espèrent rentrer dans la fonction publique. Surtout en ce moment, fonction publique. Alors c'est pire aux États-Unis parce que vous savez qu'aux États-Unis, vous avez en dehors de ceux qui sont aidés par leurs parents, et encore, vous avez des fois des jeunes Américains dont les parents pourraient éventuellement les aider à financer leurs études, qui ne le font pas. Allez comprendre pourquoi, on ne sait pas. Certainement parce qu'ils payent des écoles privées aux petits frères, aux trucs comme ça. Donc, non, tu comprends, là, on paye déjà l'école privée pour ton petit frère et ta petite sœur, ça coûte cher, donc on ne peut pas t'aider pour tes études supérieures, donc tu te démerdes. En dehors de ceux qui peuvent avoir le bénéfice d'une bourse, alors pareil, attention, les bourses, c'est pas gratuit. C'est pas bon, tiens, c'est bon, tu as la bourse, puis allez, je passe 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans à rien foutre. De toute façon, je suis payé. Non. Les bourses aux États-Unis, il faut un rendement. C'est-à-dire qu'il faut une moyenne. Si vous descendez en dessous de la moyenne, ça vous arrive 1 fois, 2 fois, la 3e, votre bourse est supprimée. Donc vous avez intérêt à bosser. Donc si vous n'avez pas le bénéfice de ça, aux États-Unis, vous avez beaucoup de jeunes qui font des prêts étudiants. Alors les prêts étudiants aux États-Unis, vous le savez, c'est hyper cher. Preuve en est, c'est que ma femme a fait des études de vétérinaire à Michigan State. Il aura fallu l'année dernière ou l'année d'avant pour que Biden réussisse à signer le décret pour annuler les dettes étudiantes, mais les dettes étudiantes uniquement des gens de plus de 40 ou 45 ans. Ma femme a plus de 50 ans. C'est-à-dire qu'à 50 ans, elle continuait à rembourser son prêt étudiant pour des études de vétérinaire. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que vous remboursez, mais vous remboursez combien ? 300, 400 $ par mois pour un prêt de 100, 140, 150, 250 000 $. Plus vous faites des études longues, évidemment, plus ça coûte cher. Sauf que le problème, c'est qu'à un moment donné où ces jeunes, ils ne peuvent pas rembourser, donc ils demandent un rééchelonnement.
Au lieu de payer 400$ par mois, bah, ils ne payent plus que 100$ par mois. Sauf qu'évidemment, quand vous faites un rééchelonnement ou quand vous faites l'usage d'une société de rachat de dettes, bah, les intérêts ils augmentent. En fait, c'est une spirale infernale. Alors, vous avez des jeunes qui font des études supérieures et qui arrivent à retrouver ou trouver un boulot dans le secteur, et qui gagnent au bout d'un moment, au bout de 2-3 ans, avec l'expérience, etc., ils arrivent à gagner des très bons salaires et par conséquent, ils liquident leurs prêts étudiants assez rapidement. Mais ça, c'est quoi? C'est 5%, 10%. Tout le reste, au final, ils sont condamnés, limite, à payer ou à rembourser leurs prêts étudiants des dizaines et des dizaines d'années. C'est même pire, vous avez parfois malheureusement des adultes, pour des raisons, avec des drames si vous voulez, la dette se reporte sur leurs gamins. Ah ouais, non mais le système financier aux États-Unis, il ne fait pas de cadeaux. Si un mec fait des études de médecine, alors en médecine, il peut réussir à trouver un boulot assez rapidement. Mais ça ne veut pas dire qu'avec le salaire qu'il va toucher au début, est-ce qu'il va pouvoir réussir à vivre. Surtout en plus s'il rencontre quelqu'un, s'il se marie, s'il a des gosses. Là, ça commence à être compliqué. Et du coup, il lui arrive un drame. Paf! C'est le conjoint qui doit rembourser. Paf! Le conjoint, il meurt aussi. Et bien, s'ils ont 2-3 gosses, les 2-3 gosses, ils héritent de la dette de leurs parents. Donc c'est-à-dire que les gosses, avant même qu'ils arrivent en études supérieures, avant même qu'ils imaginent ou qu'ils pensent ou vouloir faire un métier, passer des... Ben, ils ne peuvent pas parce qu'ils sont obligés de travailler. Ils sont obligés de travailler pour payer la dette de leurs parents. Et moi j'en ai croisé des jeunes de 18, 19 ans, etc. Ils me disent bah non, moi je fais pas d'études parce que je suis obligé de travailler, parce que je suis obligé de gagner de l'argent, parce que je suis déjà endetté. Donc vous imaginez les gamins qui font des études de psychologie, d'architecture, etc. C'est bizarre, hein, dans les restaurants, les jeunes serveurs, il y en a pas mal qui ont fait des études universitaires. Moi je connaissais un serveur, le mec il venait de l'Illinois et il a bougé ici en Caroline du Nord parce que pour lui c'était le seul moyen de trouver un boulot. Un petit boulot, le serveur. Parce qu'un boulot d'architecte, il ne trouve pas. Il n'y a pas. Pourquoi? Parce que le boulot d'architecte, en fait, il faut que tu montes ton propre cabinet. Tu trouves quelqu'un avec un associé pour monter ton cabinet et puis en réalité créer un business. Et il y a beaucoup d'Américains, de jeunes Américains qui aujourd'hui font des métiers et des métiers alimentaires parce qu'ils ne trouvent pas de boulot dans la branche dans laquelle ils ont fait des études supérieures et qu'ils ont fait un prêt étudiant. Et que le prêt étudiant, dès que tu as ton diplôme, là, la banque, elle t'appelle. Bon, c'est bon, maintenant, on va commencer à rembourser. Hein. Ah, mais attendez, j'ai pas encore trouvé de boulot. Ah, mais ça, quand vous avez signé, hein, vous le saviez. Dès que vous avez votre diplôme ou dès que vous finissez vos études, ou même si vous abandonnez vos études en cours de route, pouf, faut nous rembourser. Le piège. Donc du coup, aux États-Unis, en réalité, vous n'avez pas les mêmes chances. Si vous êtes de bonne famille, il y a toujours des relations, il y a toujours des liens, il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui peut te trouver un boulot dans le secteur, etc. Voire même des fois, les parents qui sont très bien positionnés font en sorte que leurs gamins, une fois qu'ils ont le diplôme, ils les font rentrer dans l'entreprise familiale.
tout tracé. Alors après, vous avez ces Américains qui, à un moment donné, oui, ont conscience que ils ne trouveront pas de boulot, mais il faut trouver un boulot. Donc, ils se lancent dans des business, créent des entreprises, ils sont auto-entrepreneurs, comme on appelle ça. Pareil, s'il y en a certains qui ont de bonnes idées, s'ils sont dans des endroits où ils se rendent compte qu'il y a un certain désert dans certaines prestations, etc., ils peuvent s'en sortir. Mais ce n'est pas le cas de tous. Parce qu'encore une fois, les États-Unis, ça fonctionne avec un système ultralibéral, donc tu as la liberté d'entreprendre, tu as la liberté de créer une entreprise, un business. La banque, elle sera à même de te donner du fric, il n'y a pas de souci. Même si le dossier, le projet, le business plan peut éventuellement paraître correct, mais le problème c'est qu'on a une fâcheuse tendance parfois à gonfler les chiffres. On veut créer son entreprise, mais des fois au détriment de la raison, de la réalité de marché. Et la réalité de marché, malheureusement, en France, il faut bien admettre que M. Attali, il est bien gentil à vouloir promouvoir que vous devez pouvoir faire les études de ce que vous rêvez de faire. Vous devez pouvoir faire ce que vous avez toujours aimé faire. Il ne doit pas y avoir de frein, etc. Ouais, mais s'il y a un frein quand même, M. Attali. Le frein, c'est la loi du marché. La loi du marché de l'emploi, la loi qui fait que si vous avez un besoin de 200 postes de personnes, d'ingénieurs, ou 200 postes de médecins, ou 200... Le problème, c'est que sur le marché du travail, chaque année, vous balancez plusieurs milliers d'ingénieurs, plusieurs milliers de médecins. Et forcément, il n'y a pas de place pour tout le monde. De tous mes camarades que j'avais au collège et au lycée, tous ceux que j'ai pu revoir par la suite, 10 ou 15 ans plus tard, quasiment tous, sans exception, de ceux que j'ai retrouvés, que j'ai rencontrés, ne font le métier pour lequel ils ont fait des études. Études de comptabilité, j'ai retrouvé une personne qui est devenue esthéticienne. Études dans la photographie, je l'ai retrouvé, il faisait des prestations offshore sur des plateformes pétrolières. Sans compter plein d'autres, alors qui ont ouvert des boutiques de fringues, des boutiques d'antiquités. Il y en a même une qui avait fait des études de droit à l'université et qui, au final, de par certaines relations qu'elle s'était faites, parce que bon, c'était une personne qui était quand même, physiquement, qui était quand même pas mal. Et elle avait été repérée par une agence de mannequins, donc elle a fait un peu de mannequinat pendant quelques années. Elle a fait des économies. Et elle s'est lancée dans le conseil, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est l'habillage pour les habillages de plateau, etc. Et aujourd'hui, elle est une habilleuse de plateau chez Canal+, et elle travaille essentiellement, elle est dans l'équipe de Burki, je ne me souviens plus de son prénom, de la présentatrice. Donc Lanette a fait des études de droit et elle se retrouve à travailler dans l'habillage de plateau. Voilà. Alors ça, c'est un truc que j'ai jamais compris, conseiller d'orientation. Alors je sais pas ce que c'est devenu aujourd'hui. Moi, à mon époque, c'était simple. Soit tu étais littéraire ou matheux. Si tu n'étais ni l'un ni l'autre, tu étais envoyé dans une voie de garage. C'est-à-dire tu étais envoyé dans un BEP, un CAP ou un truc qui ne correspondait pas du tout à tes compétences. Voilà, ce qu'on appelait les voies de garage.
même si aujourd'hui, dans certains secteurs, un CAP ou un BEP électricien, électronicien, menuisier, plombier, chauffagiste, ça aujourd'hui, ça a des débouchés. Puis c'est souvent des secteurs où ça paye plutôt bien. Alors je sais pas, mais aujourd'hui peut-être qu'en France, ça s'est un petit peu amélioré, ça s'est un peu développé, mais je pense pas. Je pense qu'on est encore dans un vieux système où en réalité on construit de l'élite. Donc si tu es un crack en français ou si tu es un crack en maths, bah, tu as peut-être des chances de réussir à faire un parcours, un Parcoursup, comme ils disent. Parcoursup. Alors même ça, Parcoursup, même des gamins aujourd'hui qui... il y a eu cette affaire, enfin je ne sais pas si ça a été résolu, mais on s'est rendu compte que la sélection Parcoursup dans certains secteurs, dans certaines universités, il y avait, en réalité, ça doit être c'est même pas vérifié sur le niveau d'études, les résultats en université, etc. Et vous avez beaucoup de gamins qui sont dans des branches où ils sont bons, ils ont de la compétence, ils ont de la connaissance, etc. Mais qui n'arrivent pas à trouver ou qui sont rejetés dans des grandes écoles parce que ces grandes écoles ont des quotas. Ont des quotas pour la diversité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des endroits où vous avez des jeunes qui ont été pris dans des études, dans des universités, dans des BTS, etc., mais qui très clairement n'ont pas le niveau pour être à ces endroits-là. Mais je dis rien, parce qu'on va dire que je suis raciste. Mais quand même, est-ce que c'est normal? Normalement, le principe, on te dit, il n'y a pas de discrimination, on ne juge pas la couleur de peau, ni à l'ethnie, on juge les résultats, le niveau. Ben non, vous ne jugez pas le niveau, parce que derrière, pour faire plaisir aux associations, pour faire de la discrimination positive, on accepte des gens dans des cycles où ils ne devraient pas être. Donc, peut-être vous-même, vous avez été dans cette expérience d'avoir fait des études supérieures dans un métier que, quand vous avez déboulé dans le marché du travail, vous vous êtes rendu compte que vous ne trouvez rien. Alors, c'est encore pire pour ceux qui, comme je vous le dis, font des études supérieures, universitaires, dans des secteurs où tu te dis, mais il y a du boulot dans ce secteur-là. Oui, pour eux, ils sont convaincus que demain, ils vont pouvoir rentrer dans une association, dans un mouvement, ou qu'ils vont être pris dans la fonction publique, finger in the nose. Et au final, non, ça ne marche pas comme ça. Parce que tu penses bien que toi, quand tu sors avec le diplôme, même si tu as un diplôme avec mention très très bien, ou que tu as été un très bon élève, etc., ça ne veut pas dire qu'à la fin de la course, tu vas trouver le boulot. Parce que tu n'es pas tout seul sur le marché. Moi, j'ai fait des études d'analyse programmation. J'ai jamais pu trouver de boulot dans ce domaine. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, dans les années 90, on te demandait de l'expérience. J'ai même vu des annonces, des fois, jeunes, moins de 25 ans, 5 ans d'expérience, niveau DUT. Même si tu es un crack, tu sors avec un DUT, tu as 22, 23 ans. Comment tu peux avoir 5 ans d'expérience, moins de 25 ans? Je sais pas. À des annonces à l'époque, des annonces quand je cherchais du boulot en France dans les années 90 après mon service militaire. Ah mais j'ai vu des trucs, mais ahurissants quoi. Complètement démagogiques. Puis alors, très démagogique dans le sens où ils voulaient les cracks, voulaient les meilleurs, mais pas les payer. C'est-à-dire salaire, ras des pâquerettes, genre le SMIC. Attends, tu veux le meilleur des meilleurs, 5 ans d'expérience,
Pour le SMIC. Bah écoutez, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans les métiers saisonniers? Et bah voilà le résultat. Pourquoi les jeunes se déplaceraient pour 3 francs 6 sous à bosser 45 heures par semaine? Parce que, bah évidemment, quand on voit les annonces, c'est alors il faudra que tu bosses tard le soir, il faudra que tu bosses le week-end. Par contre, t'es pas nourri logé, il faut que tu trouves un logement. Alors surtout sur la côte, hein. Louer un studio pour bosser en saisonnier, non, ça colle pas, ça fonctionne pas les gars. Ça coûte plus cher, t'as plus de frais que d'argent que tu vas gagner à faire le serveur dans un restaurant en tant que saisonnier. Bah ouais, après vous pleurez les restaurateurs que vous trouvez personne. Bah oui. Déjà posez-vous la question, c'est que en règle générale, dans ces milieux-là, il y a toujours des gens qui reviennent d'une année sur l'autre, etc. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui font ça, qui sont saisonniers l'été et l'hiver, qui alternent. Bah apparemment cette année, il y en a certains qui sont pas revenus. Pourquoi ils sont pas revenus? Peut-être à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions, non? Peut-être se poser la question que finalement le coût de la vie, l'inflation, l'essence, les loyers, la bouffe, bah finalement ça coûte plus cher que ce que tu gagnes à bosser 45 heures par semaine. Il y a un moment donné où les mathématiques, ça pardonne pas. Hein. Les mathématiques, tu peux pas mentir avec les mathématiques. 2 plus 2, ça fera toujours 4. Ça fera pas 5 ou 3. Même si certains déconstructivistes vous diront, bah si, pourquoi 4 plus 4, pourquoi ça ferait pas 5? Ta gueule. Fais pas chier. Donc n'hésitez pas dans les commentaires, racontez un petit peu vos expériences, donnez-moi un petit peu un échantillon de gens que vous connaissez dans vos entourages qui ont aujourd'hui des métiers qui n'ont plus rien à voir avec les études qu'ils ont fait, qui ont peut-être réussi à gravir les échelles sociales parce qu'ils ont fait ils ont passé des diplômes internes ou spécifiques pour faire de la spécialisation, comme par exemple quand vous travaillez à la banque, vous pouvez passer des UTB au fil des années pour gravir les échelons, devenir chef de projet ou directeur d'agence ou conseiller financier au niveau. Pourquoi pas? Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai passé des diplômes de sécurité incendie, j'ai passé des diplômes de première urgence, j'ai passé mon diplôme d'opérateur projectionniste. Et même aux États-Unis, j'ai passé une certification pour travailler en cuisine. Donc voilà. D'autant plus que si vous regardez bien, si on cherche bien, c'est pour ça que je disais les conseillers d'orientation, est-ce que c'est toujours autant le bordel? Parce que les conseillers d'orientation, normalement, c'est eux qui doivent savoir, c'est eux qui doivent connaître quels sont les secteurs où il y a encore des débouchés, quels sont les secteurs où il y a de l'avenir, quels sont les métiers, les nouveaux métiers, à quelle proportion. Parce que j'entends bien aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui voudraient être développeurs, qui voudraient travailler dans les jeux vidéo. Mais ouais, mais le problème, c'est que le marché des jeux vidéo est en train de s'effondrer. Enfin bref. D'ici là, qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. N'hésitez pas à agiter les algorithmes. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, gros bisous.